Salut les investisseurs, dans cette vidéo on continue notre playlist pédagogique et on va s'intéresser ici à l'analyse de la marge d'EBITDA. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on y va. Alors la marge d'EBITDA, qu'est-ce que c'est? C'est Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. En français, vous trouverez peut-être l'excédent brut d'exploitation qui correspondrait à cette valeur, mais c'est pas exactement la même chose. Donc il y a des légères différences dans la façon de le calculer. Et donc c'est plutôt un indicateur de rentabilité, de marge en tout cas opérationnelle. Donc, comme son nom l'indique, pour le calculer, on exclut les intérêts sur les éventuels emprunts, les impôts, les amortissements et les provisions du résultat, du résultat net, donc on va voir le calcul ensuite. Et en réalité, ce que ça reflète, cet agrégat, ce qu'il faut retenir, c'est que ça reflète la capacité de l'entreprise à générer des profits à partir de ses activités principales. Pourquoi est-ce que cet agrégat a été inventé? Parce qu'il permet de comparer des entreprises avec des pincettes. Il faut que ça soit calculé de la même façon, mais il permet de comparer en fait des entreprises indépendamment de leur politique d'amortissement, de provision, etc. Donc ça permet de comparer une rentabilité entre entreprises et même entre industries. Théoriquement. La formule. Il y a plusieurs façons de le faire. Donc on fait EBITDA égale résultat net, plus impôt, plus intérêt, plus amortissement, plus provision. Puisqu'on a vu que c'était Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Donc on retrouve la formule ici. Autre façon, ça, donc la première c'était en partant du bas du compte de résultat, en partant du haut du compte de résultat, on fait chiffre d'affaires hors taxe, moins achat consommé, donc là vous retrouvez la marge brute qu'on a vu juste avant, moins charge opérationnelle, sans les amortissements et les provisions bien entendu, et moins charge personnelle. Application numérique, on peut imaginer une entreprise qui fait un résultat net de 10 000 euros, 3 000 euros d'impôt, 2 000 euros d'intérêt, 5 000 euros d'amortissement, provision 1 000 euros, l'EBITDA, eh bien, c'est la somme de tout ça, ça nous donne 21 000 euros. Si on part dans l'autre sens, chiffre d'affaires hors taxe, 110 000 euros, achat consommé 10 000 euros, charge opérationnelle 60 000 euros, donc ça nous fait 40 000 euros, moins charge de personnel, qui sont à 19 000 euros, ça nous donne 21 000 euros. Donc on peut partir dans les deux sens pour le calculer. Et tout ça, malheureusement, c'est pas normalisé entre les entreprises. Donc, oui, ça permet de comparer des industries et des entreprises entre elles, en excluant leur politique d'endettement, leur politique d'amortissement et de provision, mais en réalité les entreprises elles le calculent un peu comme elles veulent, cet EBITDA, donc en fait il faut retraiter les chiffres ou faire confiance au management pour que ça soit pas déconnant le calcul. Qu'est-ce que c'est que le taux de marge d'EBITDA? Parce que par extension parfois on dit marge d'EBITDA et on donne un taux, mais en réalité c'est quand même différent. La marge d'EBITDA, c'est bien le calcul qu'on a vu auparavant. Le taux de marge se calcule toujours par rapport au chiffre d'affaires. Donc, on prend le calcul qu'on a vu précédemment. On prend les deux façons de calculer qu'on a vu précédemment, peu importe. Et on rapporte ce chiffre par rapport au chiffre d'affaires. La formule, taux de marge d'EBITDA, c'est EBITDA sur chiffre d'affaires hors taxe toujours, fois 100. Exemple simple, chiffre d'affaires hors taxe 100 000 euros, EBITDA 25 000 euros. Le taux de marge d'EBITDA est à 25%. Jusque là, c'est assez simple. Alors, quand on est un manager, comment est-ce qu'on fait progresser le taux de marge d'EBITDA de son entreprise? On peut réduire les charges opérationnelles. Ça veut dire négocier de meilleurs prix avec les fournisseurs. Typiquement, quand on a une taille critique et que, par exemple, notre fournisseur a un monopsone en face de lui, donc un seul acheteur, eh bien, on va pouvoir lui imposer des prix. Et donc fixer à la baisse les prix du fournisseur. On va pouvoir optimiser les processus pour réduire les coûts, efficacité énergétique, automatisation par exemple, recourir à la sous-traitance pour par exemple prendre des acteurs qui sont qui sont plus efficients en fait dans la réalisation de certaines tâches que l'on faisait en interne. Ça typiquement c'est quand on fait, si on prend une entreprise qui a descendu plus vite la courbe d'expérience dans son métier que nous on l'a descendu en interne, et bien c'est plus intéressant de recourir à cette société via de la sous-traitance pour réaliser un processus opérationnel. Optimiser les baux de location et l'espace loué, donc ça, optimisation des loyers.
Optimisation des dépenses marketing, donc facile à dire, hein. Le marketing, l'adage dit il y a 50% de la dépense marketing qui sert à rien, mais on sait pas laquelle, donc là, facile à dire. Réduire les frais administratifs, par exemple, on peut s'équiper de logiciels IT comme un ERP, par exemple, pour pouvoir mieux gérer tous ces processus. Voilà, donc après exemple, négocier des contrats d'approvisionnement en électricité avantageux, etc. Donc, premier levier, réduire les charges opérationnelles. Premier élément sur lequel on peut agir, réduire les charges opérationnelles. Ensuite, on peut contrôler les charges de personnel, améliorer la productivité, donc via de la formation, des outils plus efficaces, ça rejoint un peu la mise en place par exemple de logiciels IT. Ajuster les effectifs aux besoins réels sans compromettre la qualité. Donc ça, facile à dire, ça voudrait dire faire mieux avec faire aussi bien avec moins de personnes. Donc ça c'est bon, facile à dire, hein, mais en automatisant des tâches, on peut réduire les heures de travail et donc réduire les besoins en personnel. Comment est-ce qu'on peut analyser qualitativement, en mettant la casquette d'analyste financier ou de l'investisseur, l'évolution du taux de marge d'EBITDA? Premier rappel, hein, le taux de marge d'EBITDA se compare par rapport à l'historique d'une entreprise ou au sein du même secteur, mais ça c'est si le calcul est similaire. Donc en général, comparer plutôt le taux de marge d'EBITDA d'une entreprise par rapport à elle-même, à la rigueur comparer entre les acteurs d'un même secteur, mais vérifier quand même que ces acteurs calculent de la même façon. À long terme, une société qualitative a son taux de marge d'EBITDA qui va suivre, à minima, qui va suivre l'éventuelle augmentation du taux de marge brut. Donc si le taux de marge brut n'est pas en augmentation, il faut qu'à minima il soit stable. Et donc le taux de marge d'EBITDA doit également suivre cette stabilité. En gros, une entreprise qui est qualitative, à minima, son taux de marge d'EBITDA, l'évolution du taux de marge d'EBITDA est parallèle à l'évolution du taux de marge brut. Sinon, ça veut dire qu'elle a des perditions opérationnelles. Dans une entreprise excellemment gérée, d'un point de vue opérationnel, le taux de marge d'EBITDA monte plus vite que le taux de marge brut. Une société bien gérée, elle bénéficie du levier opérationnel. De quoi il s'agit? Donc, c'est une mesure de l'impact d'une variation du chiffre d'affaires sur l'EBITDA, ou le résultat opérationnel, c'est une approximation, hein, par rapport à la structure de coûts fixes et variables d'une entreprise. Donc une entreprise qui est bien gérée opérationnellement, elle a un mix excellent entre coûts fixes et coûts variables. Le coût fixe, ça va être des coûts en fait qu'on peut pas facilement baisser d'un exercice sur l'autre. Et les coûts variables, ce sont des coûts qui réagissent très vite. Et donc si on a une activité en baisse, eh bien on va pouvoir rapidement ajuster ces coûts. Plus on est à coût fixe, moins on est rigide, et donc potentiellement plus on aura du mal à optimiser l'effet de levier opérationnel. Donc cet effet de levier, ça se mesure par donc la variation de cette rentabilité opérationnelle. Hein. Si on a beaucoup de levier opérationnel, une hausse du chiffre d'affaires augmente fortement l'EBITDA. Et pareil, s'il y a une baisse du chiffre d'affaires, eh bien le taux de marge d'EBITDA, pareil, baisse beaucoup plus rapidement. Donc c'est toujours pareil. Hein. Il faut bien optimiser pour être en mesure de bénéficier de cycles haussiers tout en limitant la casse dans les cycles baissiers du chiffre d'affaires, surtout si du coup on est dans des entreprises cycliques. Ensuite, application pratique. On va reprendre notre bon vieux document d'enregistrement universel de Vika. Et ici, je vous aurais mis le compte de résultat consolidé. Donc, on retrouve le chiffre d'affaires, les achats consommés. Donc là, on avait calculé le taux de la marge brute dans la présentation précédente. Et là, Vika nous décompose le calcul avec charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés. Donc ça, on l'avait pas vu dans la formule auparavant. Donc Vika le calcule comme ça, très bien. Autres produits et charges ordinaires. Il y a des produits, en fait, ici, donc des produits opérationnels. Et en fait, si vous allez voir dans le document d'enregistrement universel, il s'agit de subventions d'exploitation, par exemple, entre autres. Tout ça nous donne un EBITDA qui est à 783 millions, par exemple, sur 2024, et donc un taux de marge d'EBITDA de 20,1%, alors que sur 2023, on était à 18,8%. Donc ce qui est bien sur Vika, c'est que avec moins de chiffre d'affaires, on a fait plus d'EBITDA. La marge brute en fait avait quand même beaucoup assez augmenté, et donc on voit que par exemple les charges de personnel ont aussi augmenté sur 2024. Normal, il y a eu des augmentations. On a réussi à limiter la casse sur impôts, taxes et
Donc les impôts, les taxes, bon ça il n'y a pas de mystère, hein, il faut optimiser fiscalement ce qu'on fait, mais en général, à part en délocalisant l'activité, on n'a pas beaucoup d'impact là-dessus. Et en fait, c'est ici ce qui a fait monter l'EBITDA, c'est les charges, les produits ordinaires en fait, donc subventions d'exploitation, etc. On a réussi à améliorer l'efficience opérationnelle. Il faudrait remettre par rapport au taux de marge brute, on va aller voir ça directement après, pour savoir si c'est finalement la marge brute qui tire l'EBITDA vers le haut, ou si c'est vraiment une excellence opérationnelle. Alors, regardons ça tout de suite. Alors, ici on est sur Coifin, l'outil d'analyse, pour aller voir ces taux de marge brute. Je vous rappelle comment on fait. On va, alors le taux de marge d'EBITDA, pardon, on va sur la recherche, on fait le ticker ou le nom de la société. Ici vous allez avoir deux templates, donc si vous ne les avez pas créés auparavant, ils seront nommés avec des noms génériques. Moi j'ai mon template qui est prédéfini. Vous retrouvez ici votre template, et après, dans les métriques, vous pouvez rajouter la métrique qui vous intéresse. Donc nous, on va comparer le taux de marge d'EBITDA par rapport au taux de marge brute. Premier élément à souligner, on n'a pas les mêmes valeurs entre ce qu'on a calculé. Par exemple, sur 2024, on a vu que c'était 20% et quelques, alors que là, on est qu'à 17%. Donc, Coifin recalcule le taux de marge d'EBITDA à sa manière. Donc ça, il faut bien sûr mettre en comparaison les deux. Et ce qu'on voit, c'est que sur l'exercice, donc sur 2024, on a eu donc une hausse du taux de marge brut, puisque en 2023, on était à 34%, en 2024, on est à 36%, 6 points d'augmentation, et le taux de marge d'EBITDA, lui, il passe de 16,32, d'après les calculs de Coifin, qui sont pas les mêmes, à 0,6. Donc là, ça voudra dire, en fait, forte déperdition, enfin, on n'a pas suivi le taux de marge brut en augmentation, donc il y a une déperdition opérationnelle. Donc en fait, l'EBITDA a monté grâce à la hausse du taux de marge brut, mais en fait, on a de la déperdition opérationnelle. Voilà aussi ce qu'on pouvait dire sur l'analyse de la marge d'EBITDA, du taux de marge d'EBITDA. Si vous avez des questions, si vous voyez des précisions à apporter, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt.